MOOC. Donc, qu'est-ce qu'on entend d'abord par un robot? Le mot a été créé, tout le monde le sait, par Karel Čapek, qui faisait des pièces de théâtre. C'est un Tchèque. Et il a créé une pièce de théâtre qui s'appelle RUR, ou Rossum's Universal Robot, c'est-à-dire les robots universels de Rossum. Rossum étant une ville de Tchécoslovaquie. Il a créé cette pièce vers 1920 et elle a été jouée, par exemple, sur les Champs-Élysées. Un robot, dans ce contexte que j'appellerais tchapekien, c'est une entité qui exécute correctement des tâches physiques à la demande de l'homme, c'est-à-dire au profit de l'homme. Ici est une représentation des robots qu'on pouvait trouver dans cette pièce de théâtre où on voit bien qu'il s'agit d'hommes déguisés en robots. Donc si le but de la machine c'est d'exécuter des tâches ou un travail à la demande de l'homme et à son profit, il faut savoir ce que c'est qu'une tâche. Une tâche, c'est simplement, ça peut être très très compliqué à le définir mathématiquement, mais c'est une transformation d'un environnement avec un objectif. Une tâche se décompose toujours en sous-tâches qui sont exécutables soit en mode série, les unes après les autres, soit en mode parallèle, c'est-à-dire en même temps, jusqu'à un niveau de décomposition qu'on appelle la tâche élémentaire et qui est le plus simple niveau de décomposition. Un point important, c'est la nature du robot. Dans le robot tchapekien, si on y réfléchit bien, il n'y a aucune hypothèse sur la nature de l'entité robot. Il est représenté là par des hommes qui sont déguisés, mais cette entité peut être un esprit, entre guillemets, une fée, un homme, un animal, la machine, puisque le but, c'est pas d'avoir un robot, c'est d'avoir quelque chose qui exécute les tâches qu'on a choisi de faire faire. Évidemment, il y a un lien obligatoire entre le robot et l'homme. Ce lien peut être physique, il peut être mental, il est toujours temporel, parce que même quand on utilise des robots, il y a des moments où on ne les utilise pas. Ainsi, ces notions évoquent les notions d'outils et la notion de prothèse. Alors, avant la création du mot robot par Karel Čapek autour de 1920, qui a été amplement repris par la littérature de science-fiction dans la suite, au moins jusqu'en 1970, si on regarde dans le passé, puisqu'on vient de dire que le robot n'est pas forcément une machine bien identifiée, mais quelque chose qui transforme l'environnement, on peut trouver dans la littérature des objets qui évoquent des robots. Donc, on peut avoir une identification de robots possible avant la création du robot. Dans ce cadre-là, on a les robots qui sont totalement mythiques, comme les dieux, les golems, les lutins, toute l'histoire des dieux dans l'Empire romain, par exemple. On a les robots vrais, l'esclave, typiquement, l'animal domestiqué, etc. Puis on a des objets où il est discutable de leur affecter la définition de robot, mais on les retrouve souvent comme des composants ou des parties des robots. Alors c'est le cas des automates, des horloges, des calculateurs, des machines en général.
Aujourd'hui, étant donné qu'on a des robots qui interviennent dans l'économie, on a un premier robot technologique concret qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale sous deux formes. L'un qu'on appelle robot de coopération, c'est une machine qui est manœuvrée par l'homme, c'est ce qu'on appelle un télémanipulateur. Les premiers télémanipulateurs ont été faits en 1947. Et l'autre version, qu'on appelle robot de substitution, dont le premier exemplaire est le robot industriel, qui est apparu en 1961. Voilà un exemple de télémanipulateur électrique dans lequel Raymond Goertz, aux États-Unis, vers 1950, s'est distingué. La photo n'est pas très claire, mais ces télémanipulateurs électriques, avant ils étaient mécaniques, ont été utilisés avec une grande extension pour la fabrication des produits radioactifs destinés soit à la médecine, soit pour faire des armes. Ici, vous avez une illustration qui date de 1953, où les gens, des batteries de télémanipulateurs, chaque personne faisant de la chimie nucléaire à travers de la protection. Comme nous venons de le montrer, de l'illustrer, les télémanipulateurs sont des machines qu'on commande manuellement, mais qui peuvent prendre un certain nombre de formes. Une forme intéressante, c'est un petit peu l'évocation d'un scaphandre. Vous avez l'illustration ici d'un des premiers modèles qui prend la forme d'un exosquelette. Donc vous voyez à droite le télémanipulateur proprement dit, et sur la gauche, vous voyez l'homme qui est équipé d'un système symétrique, si je puis dire, ou parallèle à la machine, mais qui est porté par les membres. Donc c'est quand il déplace ses membres, de la même façon, le robot, à distance, les déploie de la même façon. Ici, ce sont deux photos de gens qui ont extrêmement marqué la robotique jusqu'à récemment, puisque l'un est mort en 2013 et l'autre en 2015. C'est des personnes que j'ai connues, non pas personnellement, mais qu'on voyait un peu partout. Le premier, Georges Devol, est un ingénieur, et le deuxième, qui lui est associé, est un commerçant, si je puis dire, c'est un businessman. Et ici, vous avez une photo à gauche de Engelberger et à droite de Devol, et on le voit pas très bien, mais ils sont en train de regarder la pince d'un robot industriel, qui était le premier robot industriel, en train de leur présenter un verre de vin. Ici, voilà le premier robot industriel en question, qui s'appelait Unimate, et qui était avec un moteur hydraulique, évidemment qui n'avait pas de performances extraordinaires, mais qui a très impressionné les gens quand Devol et Engelberger ont pu l'essayer chez Ford, qui fabriquait des voitures, dans un four pour prendre automatiquement des lopins brûlants et les déposer dans des casiers, travail qui a été fait avant par des gens avec des ringards et des pinces, et qui était extrêmement dangereux compte tenu de la température émise par les objets. Donc à partir de ces deux créations, l'une, on peut dire que c'est Raymond Goetz, le créateur des télémanipulateurs, et on peut dire que c'est Devol et Engelberger, le créateur des robots industriels. Évidemment, la technologie s'est chaque jour développée. Ce qui, compte tenu de la nature du robot qui est chargé d'exécuter des tâches,
évidemment, des questions philosophiques sont soulevées. Et donc, il y a eu 3 principales directions philosophiques sous-jacentes au progrès technologique du robot. La première direction s'appuie sur 2 postulats. Premier postulat, c'est une machine dont le but est l'exécution de tâches que fait l'homme habituellement. Postulat 2, ce sont les tâches que les facultés du corps et de l'esprit de l'homme permettent de faire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'un robot ait une capacité de manipulation, une capacité de locomotion, et surtout, ce qu'on oublie souvent jusqu'à ce qu'on parle d'intelligence artificielle, ils ne font pas n'importe quoi. Ces machines ont un but dans l'exécution des tâches. Donc, de ces 2 postulats, on peut tirer une première conclusion, c'est que si on veut qu'un robot soit aussi brillant, soit aussi habile, puisse avoir la même performance que l'homme dans des tâches de manipulation, par exemple, on est automatiquement entraîné à imiter la structure fonctionnelle de l'homme, c'est-à-dire avec des jambes, des mains, etc. Bien entendu, tout dépend des applications qu'on veut faire. Et dans cette lignée, une première étape d'aboutissement, qui est une direction essentielle aujourd'hui, c'est la création de robots humanoïdes. Alors c'est assez intéressant, puisque moi j'ai commencé en 1970 et on a commencé à parler de robots humanoïdes vers 1990. Tout le monde était contre, sauf les Japonais. Finalement, aujourd'hui, sans négliger toutes les machines qui font des travaux spécialisés et qu'on peut, pour certaines raisons, nommer robots, l'essentiel de la robotique aujourd'hui est focalisé sur la machine qui évoque l'homme, qui a une structure humanoïde. Donc je montre un certain nombre de robots humanoïdes. Le premier robot humanoïde qui a été présenté est celui de Honda. Vous avez ici le robot qui s'appelle HRP. Il a été conçu par Honda. Alors c'est assez amusant parce que c'était un projet extrêmement secret qui a commencé en 1992. Personne n'en a parlé et brusquement en 1996, Honda a sorti son robot et alors là ça a été une diffusion mondiale. C'est un truc qui pèse 230 kg, qui n'était pas très performant, mais qui était très symptomatique des développements. Il ne faut pas oublier qu'Honda, c'est un industriel fabricant de voitures. Donc ça veut dire qu'il pensait à quelque chose derrière ça. Et ça a eu un impact considérable. Alors, en France, on n'a jamais eu assez de sous pour faire des robots humanoïdes. Cependant, il y a une petite société, Aldebaran, qui, vers 2000, a commencé vers 2005 ou 2006, je ne me souviens pas bien, a fait un petit robot ludique et humanoïde et qui a connu un succès certain. Honda a toujours continué à travailler sur ces robots et donc a fait un robot ici qui fait environ 1 mètre de haut, qui s'appelle le robot Asimo. Les Japonais travaillent beaucoup sur les robots, particulièrement humanoïdes. Donc vous avez une très très grande variété de ces robots qui ont des performances complètement diverses et qui sont faits, quand je parle des Japonais, les industriels fabriquent en quelque sorte et en association avec les universités et les centres de recherche. Voilà notre robot Wakamaru qui sert surtout à de la communication. Il se déplace sur des roulettes. NEC aussi a beaucoup investi sur une communication conviviale avec des petits robots qui font 30 ou 40 cm de haut.
Alors, dans le laboratoire que j'ai créé au Japon en 2003, donc on utilise le robot de Honda dans des versions sans cesse améliorées. Et je donne une illustration des tâches qu'on essaie de faire réaliser. Celui-là est en train d'essayer de faire la cuisine, comme vous le voyez. Alors, toujours dans le cadre des développements de ces HRP. Et HRP, ça veut dire Humanoid Robot Project. C'est un projet mené par les Japonais avec une quarantaine d'industriels et un nombre imposant de centres de recherche. Ici, vous avez une illustration un peu idiote, si je puis dire, sur le plan du principe. C'est un robot qui conduit un tractopelle et qui va prendre du sable et le verser ailleurs. Évidemment, si vous êtes un bon ingénieur, vous direz c'est un petit peu quelque chose d'inutile, puisqu'il est beaucoup plus facile d'automatiser carrément la tractopelle sans passer par un intermédiaire qui est un robot. Mais ici, c'est pour illustrer un peu les compétences de ce robot. Alors ça, c'était la première direction philosophique. Autrement dit, celle qui ne fait appel que de la technologie, je dirais, du solide, de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique, de l'automatique, de l'électrotechnique, etc. La deuxième direction philosophique, très importante aujourd'hui, mais posant énormément de questions, c'est que si le but est l'exécution de tâches physiques, elles ne sont pas l'apanage exclusif de l'homme, mais tous les êtres vivants exécutent des tâches physiques pour leur survie. D'où s'est développée une seconde direction de la robotique dans le cadre d'une imitation des animaux, qui font bien évidemment des tâches différentes de l'homme, mais aussi utiles pour leur survie. Oh, Alors, je vous présente quelques imitations de robots d'animaux. Alors, le premier, un robot insecte, une sorte de drone. Vous voyez qu'il tient dans le creux de la main et qu'il peut voler par battement de ses ailes. Un robot comme ça pèse 2 ou 3 grammes au maximum. Une autre illustration de robot animaloïde ou zoomorphe est celui qui est présenté sur la diapo, qui fait fonction de chien de garde. Ça, c'est un robot tout à fait possible et utile à faire. Reste à savoir si économiquement parlant, c'est quelque chose de rentable. Un robot qui monte le long des glaces, qui imite un gecko, avec des ventouses, comme le gecko, sous chacune de ses pattes. Un robot très intéressant, là, c'est-à-dire très utilisé, d'ailleurs dans une version beaucoup plus moderne aujourd'hui, qui est le robot Fantassin. En réalité, ce robot a été développé par l'armée américaine pour accompagner le Fantassin, qui aujourd'hui, dans les missions d'intervention, par exemple en Irak, en Afghanistan, etc., se retrouve avec un barda de 60 kg. Faut être bien jeune pour pouvoir courir avec 60 kg de matériel sur le dos. Donc ce robot est destiné à accompagner de telle sorte qu'il puisse mettre le barda sur le robot. Et d'ailleurs, il peut servir, on le voit ici, il peut porter l'équipement de 5 ou 6 militaires. Après, il y a tous les problèmes de la bonne utilisation de ce robot. Qu'est-ce qui se passe s'il tombe en panne ? Déjà, au début, il se cassait la figure assez souvent. Maintenant, il peut se relever automatiquement. Mais ce sont des engins qui sont essayés pour faciliter le travail du Fantassin. Un robot très célèbre qui n'est plus fabriqué aujourd'hui, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur ce robot avec des contrats avec Sony, qui est le robot Aibo.
AIBO, ça veut dire Artificial Intelligent Robot. Il avait été développé par Sony pour faire, pas a priori pour être vendu, bien qu'ils en aient vendu 60 000 exemplaires, mais principalement pour tester les possibilités dans le domaine de l'intelligence artificielle d'un robot comme ça. Qu'est-ce qu'il arriverait à faire? Est-ce qu'il arriverait à se comporter intelligemment? Ici, Sony avait organisé des coupes de robots AIBO, qui étaient des coupes de football. On a gagné les deux premières, en 1998 et 1999, et puis après, on a été éliminé pratiquement tous les ans, par les Australiens en particulier, par Carnegie Mellon aux États-Unis. Et puis, en 2000, je crois que c'est vers 2005 ou 2006, oui, 2005 peut-être, Sony a décidé d'abandonner, pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer ici, d'abandonner la fabrication et la diffusion de ces robots sympathiques. Voilà un robot girafe, je ne sais pas trop à quoi il peut servir. Voilà un exemple de robot serpent. Le robot serpent a un usage quand on peut s'en servir. Ça fait 20 ans que j'entends parler de robot serpent. Ça fait 15 ans que j'en vois. Mais la principale application, c'est sa facilité à s'introduire dans des trous qui sont petits. Et en particulier, quand il y a des catastrophes, des tremblements de terre, etc., des décombres, ces robots peuvent s'introduire dans des interstices laissés dans les décombres, et en particulier, ils sont dotés de capteurs sonores qui permettraient d'entendre des cris qu'on n'entendrait pas autrement, en réussissant à se rapprocher de victimes potentielles. Alors c'est très étudié. Robot mouche, l'intérêt du robot mouche, c'est que c'est comme un drone, et surtout la vision est multi-orientation. Un robot caméléon, un robot poisson. Ce robot poisson est intéressant parce que un des grands problèmes concernant les poissons, en particulier certaines races, c'est le fait que quand ils franchissent des barrages, en général, ils sont déchiquetés par les turbines. Donc, ça a été fait en Italie, je crois me souvenir. Et avec ce robot poisson, ils ont pu tester qu'est-ce qui se passait véritablement, puisque personne ne voit rien au niveau de la turbine. Et ce qui a conduit à la modification de la forme des turbines, d'un ou deux barrages. Donc c'était un test pour savoir si un poisson pouvait passer. Donc c'est une belle application de la robotique. Voilà, la deuxième direction philosophique, c'est celle qui concerne la phrase suivante. Tous les êtres vivants font des tâches. Est-ce qu'on a intérêt à imiter d'autres êtres vivants que l'homme? La réponse est bien sûr oui, en fonction des applications. Et nous arrivons à la troisième direction philosophique. Troisième direction philosophique, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire la même chose que l'homme sans chercher à imiter l'homme ou le vivant? Donc c'est celle où des créations technologiques, de l'innovation. Alors je présente quelques modèles où l'homme et les animaux n'ont pas été du tout source d'inspiration, simplement la science de la mécanique et de l'informatique. Là, un robot qui a été très célèbre en son temps, qui était au Stanford Research Institute, qui s'appelait Shackey,
et qui était un des premiers robots mobiles intelligents qui pouvait générer des trajectoires sans heurter les obstacles. Alors, à l'époque, il y a un détail qui m'avait complètement frappé, c'est que c'est les performances d'un robot en fonction de l'origine des concepteurs. Par exemple, dans ces années-là, dans les années 70-75, par exemple, si le concepteur du robot, c'est un ingénieur impliqué dans la mécanique, l'hydraulique, etc., on va avoir un beau robot qui va faire des trajectoires bien conditionnées, mais qui ne va pas faire grand-chose, parce qu'il lui manque l'intelligence artificielle. Si vous prenez ce type de robot, qui est fait par des informaticiens, il est très intelligent, mais c'est un handicapé physique de première classe. Et pourquoi ce robot s'appelle shaker? C'est parce que to shake en anglais, ça veut dire trembler, secouer. Donc quand il se déplaçait, compte tenu de la mauvaise qualité de la mécanique, il était comme un... Alors c'était assez amusant. Ce n'est que vers 1980 qu'il y a eu une fusion des chercheurs venant du secteur mécanique et du secteur informatique qui a permis de faire des choses qui se tenaient à peu près. Alors voilà d'autres robots industriels, le Puma vers 1980 qui était destiné à l'assemblage. Les premiers robots pour peindre remontent très très loin. C'est la société norvégienne Tralfa qui a fait les premiers. Là, un robot contemporain fabriqué par Kawasaki, sur lequel il n'y a rien à dire, sauf qu'ils sont extrêmement performants, faciles à programmer. C'est un robot à poste fixe, ce robot Kawasaki. Là, un robot mobile autonome des années 90. Et puis, j'ai mis toute une série de robots aériens, des drones. Alors voilà par exemple le drone qui s'appelle Robonic avec son lanceur. Eagle Eye, tout ça est américain. Celui le plus connu de drone, c'est le Predator. Le Predator est téléopéré. Vous voyez ici en vol en train de tirer un missile. Et ici, vous voyez le poste de commande. Le poste de commande situé aux États-Unis. Et généralement, le drone, il est dans les pays arabes, en Irak ou en Afghanistan. Alors, ce genre de choses qui est très très performante d'un côté pose évidemment énormément de problèmes. Parce que vous voyez le militaire qui est là, il est bien au chaud au Texas, donc il va commencer son boulot à 9h du matin, il va arrêter à midi pour aller à la cantine, et puis il reprendra à descendre des cibles entre 2h et 18h. Donc vous voyez bien que cette espèce de similarité avec un travail normal, alors que le travail est un travail de destruction, qui peut être tout à fait justifié, bon, pose quand même des problèmes éthiques. Alors voilà un très beau drone américain, le Pégase, qui sert aujourd'hui en Syrie. En France, Dassault a fait un très beau drone, a fait également un très beau drone qui s'appelle Neuron. Et puis les drones, ça ne sert pas qu'à faire la guerre, mais ça sert dans des tas d'applications de géologie, de culture, etc. Et l'ONERA en a fait un. C'est simplement un hélicoptère automatisé avec une camionnette de commande au sol. Alors, on a donc vu les trois directions philosophiques. Ce qu'il y a de commun dans un robot, c'est ce que je vais dire maintenant. On trouve tout le temps 6 sous-systèmes dans un robot. Alors, le premier sous-système, c'est la structure mécanique articulée. C'est ce qu'on voit quand on va voir un robot. On voit une espèce d'engin fait avec de la mécanique. Comme cette mécanique doit se mouvoir,
Le deuxième sous-système, c'est tout ce qui concerne la motorisation des articulations. Un robot a forcément des articulations, autrement il ne pourrait pas manipuler. La troisième chose qu'on trouve toujours, c'est la source d'énergie qui va alimenter les moteurs. Sur les robots, on ne les appelle pas moteurs, on les appelle actuateurs. Et ensuite, les trois autres sous-systèmes sont liés au contrôle du robot. Le premier, c'est ce qu'on appelle les capteurs proprioceptifs, comme on a dans le corps, c'est-à-dire des capteurs qui permettent de contrôler l'attitude du corps par rapport à lui-même. La deuxième catégorie, ce sont les capteurs extéroceptifs ou externes. Ceux-là, ils détectent ce qui se passe dans l'environnement, ils essaient d'identifier les objets, de savoir si cet objet, il y a lieu de le saisir ou pas, etc. Donc il y a toute cette partie de captation d'informations sur l'environnement. Et enfin, la dernière partie, qui utilise les capteurs internes et les capteurs externes, c'est le système de contrôle-commande lui-même, qui est généralement, aujourd'hui, c'est toujours un ordinateur. Mais dans les premiers robots, par exemple le robot industriel que je vous ai montré tout à l'heure, Unimate en 1961, les ordinateurs n'étaient pas encore assez développés et c'était un système de commande à relais. Donc on faisait des choses les unes après les autres, un système un peu classique dans l'automatique. Alors ce qu'on constate, c'est que si on considère ces 6 sous-systèmes qui peuvent se présenter de multiples manières, eh bien, on voit bien qu'on peut réaliser des centaines de milliers de robots différents. Et souvent, la façon dont un robot est conçu dépend de la classe d'application qu'on vise avec. Le plus difficile étant le robot humanoïde, parce que dans le robot humanoïde, vous ne visez pas à faire des tâches particulières, vous visez l'universalité de l'homme dans l'exécution de tâches. Alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut fabriquer un robot? Donc c'est d'abord, on définit d'abord les tâches qu'on veut qu'il exécute, et c'est ce qui va orienter le concepteur sur la fabrication des sous-systèmes. Un problème difficile, c'est que quand vous visez un nombre limité de tâches, vous avez toujours l'attraction de faire quelque chose de spécial pour le petit jeu de tâches que vous voulez faire, ou bien de dire, je vais faire un truc très général, et comme il va tout faire, il va faire ces tâches-là. C'est un problème théorique qu'on a depuis le début des robots, et qui n'est pas toujours facile à traiter. Et donc, si on veut faire de la manipulation fine, bon, ben, il est certain qu'on peut faire des outils spécialisés, ou bien dire je vais faire un robot qui va être aussi performant qu'un humain, avec ses mains, hein, 52 degrés de liberté dans chaque main, ça permet de coudre, de faire des choses très délicates. Je donne un exemple là. Si votre tâche, par exemple, c'est découper de la tôle, bon, l'ingénieur va générer une machine à découper de la tôle qui va être très spécifique. La machine n'a pas lieu de faire d'autre chose que de découper de la tôle. Excusez-moi, mais il y a encore ce truc qui gêne. Donc, quand on veut découper de la tôle, on fait une structure spécifique. Si ma tâche est mal définie, que je dis je veux simplement manipuler les objets. Je veux, par exemple, aller mettre mes bouteilles de pinard dans ma cave. Ou je veux assembler un puzzle. Bon,
là, vous êtes obligé de réfléchir à une structure un peu universelle. Parce que si la machine est capable de faire ces deux choses, elle sera capable de faire des tas d'autres manipulations d'assemblage. Si par exemple la tâche c'est je veux manipuler, mais je veux aussi me déplacer, parce que comme vous l'avez bien compris, il y a les robots à poste fixe et puis il y a les robots mobiles. Donc si je veux faire ces deux choses-là, on voit à peu près bien qu'on a le même problème pour la structure de manipulation que dans les cas précédents. Par contre, pour se déplacer, est-ce qu'on veut faire ça dans les airs? Est-ce qu'on veut nager? On peut se déplacer comme un quadrupède ou bien un humain, un singe, un éléphant, etc. Donc quel choix de structure? Donc ces questions auxquelles l'ingénieur est obligé de répondre ne sont pas évidentes. C'est pour ça que le nombre de robots expérimentaux qui sont apparus depuis les années, mettons, 70 jusqu'à maintenant, est considérable. La plupart aux essais donnant de très mauvais résultats et étant éliminés. Alors, dans un robot, à partir de ces sous-systèmes qu'on conçoit, on cherche toujours à imiter dans le fonctionnement 4 propriétés qui sont mises en évidence par les systèmes vivants. Ces 4 propriétés, alors évidemment, les robots n'ont pas toutes les 4 propriétés, où ils ont un morceau de chacune des propriétés, c'est la dextérité, l'habileté, l'intelligence et la conscience. Qu'est-ce que c'est que la dextérité? C'est différent de l'habileté hein, dans une définition scientifique. C'est la capacité de la structure mécanique à accomplir les mouvements nécessaires à l'exécution de la tâche visée. Donc dans la dextérité, il n'y a pas de notion de rapide ou de lent. C'est est-ce que je veux enfiler des perles? Est-ce que ma machine va être suffisamment dextre pour enfiler des perles? Donc ça, quand on fait les dessins des machines, on a donc une dextérité potentielle. On croit qu'on a fait un truc qui va permettre d'enfiler des perles. Mais ce n'est pas forcément évident, parce que la dextérité n'a d'intérêt que lorsqu'on est en train d'enfiler des perles et que ça marche. Autrement, c'est raté, il faut revoir le concept. Donc l'important, c'est la mise en œuvre de la dextérité. Aujourd'hui, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, le plus gros défaut des robots humanoïdes, c'est l'absence de dextérité. Quand vous voyez fonctionner un robot humanoïde, vous voyez tout de suite que ce n'est pas un humain, même si le décor, s'il y a un bon grimage, une bonne imitation, parce que c'est comme si vous aviez affaire à un handicapé moteur, à la fois pour les mains, pour les pieds, etc. Or, si votre tâche exige une performance voisine de celle d'un homme, eh bien, aujourd'hui, même les meilleurs robots humanoïdes, ils ont bien des difficultés à accomplir ces tâches-là. Donc généralement, ce qu'on fait, on fait l'inverse. On fait le robot humanoïde le mieux possible, et puis on regarde les tâches qu'ils sont capables de faire. Alors, vous voyez par exemple, ici, j'en présente une transmission dans un système de téléopération. Vous voyez combien c'est complexe pour arriver à faire bouger des articulations. Après la dextérité, c'est l'habileté. Qu'est-ce que c'est que l'habileté? C'est d'utiliser la dextérité avec une précision et une vitesse suffisante pour que la tâche soit considérée par l'homme comme bien accomplie. Donc, l'habileté, elle provient des niveaux de régulation dans la commande
qui doivent être bons, parce que si on regarde les premiers robots, par exemple Chaquet, mais Chaquet n'avait pas de bras, mais les premiers robots des essais vers 1975-80, quand le bras de robot, par exemple, se déplaçait, il devait s'arrêter à tel endroit, et bien, il ne s'arrêtait pas à tel endroit, il s'arrêtait, mais en vibrant complètement. Donc, vous avez un tas de problèmes de contrôle. Donc, ce robot, il pouvait être dextre, c'est-à-dire arriver à réaliser la tâche qu'on lui demandait, mais il n'était certainement pas habile. Alors, pour ça, c'est la commande classique des robots, le niveau de commande. Donc, en fait, on prend un modèle du robot qu'on met dans l'ordinateur, qu'on inverse pour arriver à faire cette commande. Et les commandes sont extrêmement nombreuses. On peut utiliser des commandes simplement géométriques avec un modèle simple, des commandes cinématiques qui sont les plus utilisées parce qu'elles prennent en compte les vitesses, de la commande dynamique qui prend en compte les forces de perturbation, et après vous avez d'autres systèmes de commandes comme les commandes floues, les commandes viables, etc. Je ne m'étendrai pas sur cette chose-là. Troisième propriété bien utile, l'intelligence. Dans notre contexte, c'est la capacité à élaborer des techniques et des stratégies pour une exécution satisfaisante de la tâche. En général, on ne peut pas faire ça en aveugle, ou rarement. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de s'appuyer sur les capteurs externes, de détecter ce qui se passe dans l'environnement afin d'y agir correctement. Je passe sur l'intelligence, qui est un sujet extraordinairement compliqué et gros. La quatrième propriété qu'on aimerait bien imiter, c'est la conscience humaine. Il y a plusieurs écoles. En général, certains pensent qu'on va arriver à donner de la conscience au robot par des développements de l'intelligence artificielle, en particulier l'auto-apprentissage, etc. Il y a de nombreux degrés de conscience. En général, on se contente de ne pas faire appel à toutes les propriétés de la conscience humaine, mais une conscience qu'on pourrait appeler minimale, qui est suffisante pour exécuter les tâches, et qui est la capacité pour le robot ou pour la conscience d'estimer les situations dans lesquelles le robot se trouve, la situation de l'environnement, là où il est, et de comparer ça avec ce qui devrait être et de rectifier par des tactiques appropriées ou des stratégies pour arriver à correctement terminer l'exécution de cette tâche. Alors, une conclusion de ça, une conséquence, c'est que sur ces quatre propriétés, on a là un petit peu le fond du problème du robot. Suivant le niveau par rapport à l'homme de performance qu'on arrive à obtenir sur ces quatre propriétés, eh bien, on peut envisager des applications qui sont tout à fait différentes et des implications qui peuvent aller sur le champ complètement philosophique. Parce qu'un des problèmes que j'évoquerai dans notre exposé, c'est que ces robots, jusque-là, on les a conçus pour exécuter des tâches particulièrement industrielles ou d'exploration, etc. Mais le véritable but, c'est de les introduire dans la société humaine. Et pour introduire des machines dans la société humaine, comme on le fait par exemple avec les voitures, c'est un très bel exemple de futurs robots. Les problèmes qui sont soulevés ne sont pas que des problèmes technologiques, comme vous le savez. Alors c'est pour ça qu'en adoptant le point de vue de la prothèse, qui va être le sujet de mon deuxième exposé, eh bien, on peut éclaircir un peu ce qu'on sait faire ou ce qu'on veut faire
sur ces 4 propriétés de l'homme, que sont la dextérité, l'habileté, l'intelligence et la conscience, quand il exécute des tâches.